sommes en direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons la chance ce soir d'accueillir Dominique Moisy qui était de passage à la rédaction des Échos et on en a profité pour discuter un petit peu avec lui et parler de l'actualité très riche, l'actualité internationale. Dominique Moisy, vous êtes des lecteurs fidèles des Échos, donc vous le connaissez forcément, c'est un chroniqueur régulier dans nos pages, l'un des meilleurs spécialistes européens de géopolitique, professeur au King's College de Londres et conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et non plus à l'IFRI, comme vous l'avez été très longtemps, Dominique. Alors vous connaissez le principe, hein, maintenant tout au long de cet échange, vous pourrez nous poser des questions, interroger Dominique sur notamment la situation aux États-Unis, mais pas seulement, c'est vrai que là on va se focaliser plutôt sur l'actualité américaine, mais n'hésitez pas à poser des questions sur tout autre sujet de relations internationales. Dominique, moi je commencerai par faire référence à une chronique que vous avez publiée au lendemain de l'élection de Donald Trump. Début novembre. Cette chronique, elle était titrée dans les Échos « La fin d'une Amérique ouverte au monde ». Vous écriviez « L'Amérique vient de choisir démocratiquement d'ériger un mur de colère, de soupçons, de rejet autour d'elle-même ». Je suis certain qu'en écrivant ces lignes, début novembre, vous n'imaginiez pas à quel point Donald Trump allait vous donner raison. Oui et non. Il l'a fait plus vite que je ne le craignais, mais il fait ce que je pensais qu'il ferait. C'est-à-dire, je crois dans cette chronique ou dans une autre, je disais, ceux qui ne sont pas inquiets n'ont rien compris. C'est vrai qu'à l'époque, c'était juste après le discours de victoire de Donald Trump. Certains disaient, vous voyez bien, ce discours, finalement, on retrouve un homme politique raisonnable. Et vous disiez, vous, à l'époque, attention, le vrai Donald Trump est toujours là. Oui, c'est-à-dire on voit à quel point il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Et il n'y a pas, en réalité, de différence entre le candidat, le président élu, et le président tout court. Il y a une continuité extraordinairement forte et, de mon point de vue, terriblement inquiétante. On a beaucoup souligné l'inexpérience de Donald Trump et de son équipe, hein, plus généralement. Sur les premiers jours de ce mandat, cette inexpérience, elle vous saute aux yeux ? Oui et non, parce que ce qui me frappe, c'est l'idéologie qui l'anime. Et il n'est pas dans le compromis, il n'est pas pragmatique, il n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, l'entrepreneur qui fait des deals. Il est l'homme arrivé au pouvoir qui prend sa revanche. Il prend sa revanche sur tous ceux qui ont pu l'humilier. En réalité, il est là pour dire aux élites, c'est moi qui dirige aujourd'hui. C'est curieux de parler d'humiliation, de revanche, quand on parle d'un milliardaire qui, sur le plan du business en tout cas, a tout réussi. Mais pourtant, son ressenti profond, selon vous, c'est celui-là. Il a tout réussi sauf l'essentiel. C'est-à-dire qu'on l'acceptait pour son argent, mais on ne le considérait pas comme faisant partie du club. Il était trop vulgaire, trop brutal, pas assez éduqué. Donc non, il se sentait en réalité rejeté. Et il y a tout chez lui du ressentiment d'un homme qui a été exclu. Ce qui frappe dans les décisions qu'il a prises ou les annonces qu'il a faites ces derniers jours, c'est qu'il ne semble jamais mesurer les conséquences de ses propos ou de ses actes. Comme s'il n'y avait à la fois pas de passé, pas d'avenir, mais juste l'instant présent. Et de ce point de vue-là, son utilisation de Twitter est assez symptomatique. Oui, mais il y a cette phrase qui est à la base de sa campagne, « America first », l'Amérique d'abord, et il l'utilise. Et il l'utilise toujours davantage, alors même qu'il doit savoir que cette formule a un passé, et un passé lourd. C'était la formule utilisée par le clan néo-nazi américain, dirigé par Lindbergh, pour refuser la participation de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était une phrase qui avait en réalité une connotation très antisémite à l'époque.
Je voudrais faire référence à un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années qui s'appelle La géopolitique de l'émotion. Dans ce livre-là, vous abordiez de façon assez originale les relations internationales en traçant une carte des émotions dans le monde. Et je résume votre propos en disant que les relations internationales, elles ne sont pas uniquement dictées par les intérêts propres des nations, mais aussi par les pulsions, par le ressenti des peuples. De ce point de vue-là, un décret comme celui qui vient d'être pris par Donald Trump et qui interdit le territoire américain à 7 pays, aux ressortissants de 7 pays arabes, risque d'avoir des effets ravageurs sur le ressenti profond de ces populations-là. Bien sûr. La culture de la peur, renforcée, démultiplie la culture de l'humiliation. Au fond, dans l'Amérique de Trump, il y a America First et Muslims, les musulmans, last, les musulmans en dernier. Il y a vraiment... le culte de l'Amérique, traditionnellement, c'est l'ouverture, la statue de la liberté, c'est l'excellence. L'excellence de tous ceux qui constituent l'Amérique. Je viens de recevoir une lettre de la présidente d'Harvard, Drew Faust, dans laquelle elle dit « Nous sommes tous Harvard. Et si Harvard est cette université d'excellence dans le monde, c'est parce qu'elle est ouverte sur le monde. C'est parce que il y a un dean qui est pakistanais, il y a un dean qui est indien, il y a un dean d'origine chinoise, il y a un dean, etc. Et cette fertilisation entre l'étranger et l'Amérique a fait la force de l'Amérique, a été la clé de la multiplication de ces prix Nobel au cours des dernières décennies. Vous-même, Dominique Moisy, vous avez enseigné à Harvard, vous connaissez très très bien ce pays, vous y avez de nombreux amis. Quand vous discutez avec eux aujourd'hui, vous les sentez comment prêts à résister, résignés pour les 4 ans qui viennent Pas résignés, profondément déprimés. Ils ne s'attendaient pas à cela, ils ne l'avaient pas vu venir. Ils ne reconnaissent plus le monde dans lequel ils sont. La génération de mon fils, qui par sa mère a la double nationalité française et américaine, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Au fond, elle avait vu l'Amérique comme le paradis des entrepreneurs. Soudain, elle se ferme. Et si on n'a pas la double nationalité, si on est français ou étranger, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays qu'on ne reconnaît plus? Est-ce que la réaction de l'Europe à ce stade vous semble à la hauteur des enjeux et pour prolonger cette question, quelle doit être la position française, allemande notamment, face à un Donald Trump qui remet en cause tout ce qui faisait l'ordre libéral occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Alors, la position française et la position allemande doivent être similaires. Il doit y avoir une réaction franco-allemande à Donald Trump. Les ambiguïtés britanniques de Theresa May, cherchant après le Brexit des garanties en matière de commerce, sont indignes et en réalité affaiblissent Theresa May en Grande-Bretagne même. Certains de mes amis britanniques se posent la question de savoir si le calendrier avait été autre, si les élections américaines avaient précédé le référendum britannique, est-ce que les Britanniques auraient quand même voté pour le Brexit? C'est une question hypothétique à laquelle on ne peut pas apporter de réponse, mais le seul fait qu'il se pose cette question est intéressant. Au fond, on renoue en Grande-Bretagne avec la relation spéciale des anglo-saxons, mais l'homme qui incarne l'Amérique, ça n'est pas Truman, ça n'est pas Roosevelt, ça n'est pas Kennedy, c'est Donald Trump. Ouais. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que l'effet positif de l'élection de Donald Trump, c'est que ça va inciter les Européens à aller plus loin dans leur union et à repenser l'Europe, à reconstituer un pôle démocratique fort sur le continent européen? C'est ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est ce qui se fera? L'histoire le démontrera. Il faut être volontaire et en même temps prudent. Ne nous engageons pas dans des discours trop triomphalistes.
l'Europe nous a réservé trop de mauvaises surprises au cours des dernières décennies. Et là, on parle beaucoup de l'Europe, il faut aussi parler de l'Asie, parce que la Chine en particulier regarde tout ceci avec à la fois une forme de jubilation, parce que d'une certaine façon, c'est l'échec du modèle démocratique occidental qui est incarné par la victoire de Donald Trump. Et puis, il y a une forme d'inquiétude aussi chez les Chinois, qui ne savent vraiment pas à quoi s'attendre avec un président aussi imprévisible. Oui, je crois qu'il y a une continuité sur ce plan entre la présidence Obama et la présidence Trump, au sens où on sent déjà le déclin relatif de l'Amérique en Asie. L'élection de Donald Trump accélère le déclin de l'Amérique. J'avais voulu donner comme titre à ma dernière chronique « Donald Trump, le temps de l'Asie s'accélère ». En réalité, les Chinois, et je trouve ça très intéressant, ne veulent pas se substituer à l'Amérique. Ils n'ont pas de modèle universaliste. Ils veulent qu'on leur reconnaisse le statut de numéro un, incontesté en Asie. La première puissance asiatique. Première puissance mondiale, pour le moment, ils ne sont ni prêts ni désireux de jouer ce rôle. En se retirant, comme il l'a annoncé il y a quelques jours, du traité transpacifique et en affichant sa volonté de s'éloigner des problématiques asiatiques, Donald Trump très clairement laisse la place à la Chine pour occuper ce rôle qu'elle désire. Oui, il y a un pays qui est particulièrement troublé par ce qui se passe, c'est le Japon. Le Japon, je le caractérisais dans mon livre sur la géopolitique de l'émotion comme l'Occident de l'Asie. Il avait les mêmes émotions et cette fois-ci, il se sent abandonné par l'Occident et menacé par la Chine. Quel est le choix du Japon? Se rapprocher des autres puissances asiatiques, ça ne suffit pas pour équilibrer la Chine. Se rapprocher de la Russie, c'est trop petit par rapport à la Chine. Non, la logique de tout ça, c'est un rapprochement vers Pékin. C'est au fond, l'Amérique livre des pays comme le Japon, la Corée du Sud, dans les bras de Pékin. Un rapprochement Tokyo-Pékin, malgré tout ce qui les sépare, malgré toutes les plaies, toutes les blessures de l'histoire, c'est quelque chose d'imaginable aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, non. Même si les relations entre Abe et Xi Jinping sont bien meilleures qu'on ne pouvait le penser. Donc c'est prématuré, mais si la direction dans laquelle nous sommes aujourd'hui se poursuit, s'il y a vraiment une nouvelle donne, si l'Amérique cesse d'être l'Amérique au sens où on l'entendait au cours des 70 dernières années, les Japonais sont très pragmatiques. Ils regarderont vers l'Europe, mais ils se rapprocheront de la Chine. Bien, Dominique Moïsi, je vais terminer par une référence à un autre ouvrage qui est plus récent, celui-là sur la géopolitique des séries, puisque vous avez fait un parallèle entre un certain nombre de séries très connues, Homeland, Game of Thrones, pour ne citer qu'elle, House of Cards également. Ce livre, vous l'avez écrit avant l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous prévoyez une nouvelle édition dans laquelle vous pourriez vous appuyer sur l'actualité récente et tracer un autre parallèle avec une série éventuelle, et pourquoi pas en inventer une, puisque c'est ce que vous aviez fait dans votre livre, vous aviez inventé un scénario qui reflétait l'état du monde. House of Cards est en soi prémonitoire. C'est un président qui traduit le dysfonctionnement de la démocratie, la crise éthique. C'est le contraste absolu avec West Wing à la Maison-Blanche, qui décrit le président tel qu'il devrait être. Mais c'est vrai que les scénaristes de House of Cards, en décrivant Underwood, sont très en deçà de la réalité par rapport à Trump. On pourrait aller jusqu'à dire que Frank Underwood, incarné par Kevin Spacey avec un talent extraordinaire, est un mélange
de Machiavel et de Kissinger comparé à Donald Trump. Oui, il a presque trouvé son maître là, avec Donald Trump. Merci beaucoup Dominique Moïsi d'être passé Merci. nous voir. Et je donne rendez-vous à nos internautes des Échos demain matin pour un tout autre sujet. Vous pourrez retrouver, si vous le souhaitez, un Facebook Live qui sera consacré au mercato de foot. C'est notre ami Christophe Paliers qui dressera ce bilan pour vous demain vers 11h30. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci Dominique. Merci à vous.